Alors, en 2014, le GIEC, vous savez, ce fameux groupe d'experts sur le climat, a sorti une sorte de bilan de santé complet pour notre planète. C'est ce rapport qu'on va décortiquer aujourd'hui, et vous allez voir, même une décennie plus tard, ces conclusions sont, plus actuelles que jamais. Et ça commence fort. Le rapport s'ouvre sur cette phrase-là. Le réchauffement du système climatique est sans équivoque. C'est direct, hein? Pas de place au doute. Sans équivoque. Pensez-y. Tout le consensus scientifique mondial, des milliers de chercheurs, tout ça résumé en 2 mots. C'est cette affirmation qui va donner le ton pour tout le reste. Ok, alors pour bien suivre le raisonnement du rapport, on va garder cette idée de consultation médicale. Première étape donc, le diagnostic. Le médecin, ou plutôt les scientifiques, examinent le patient, la Terre, et se demandent quels sont les symptômes? Qu'est-ce qui montre de façon claire et mesurable que la planète a de la fièvre? Premier symptôme, le plus évident, la température. On prend le thermomètre planétaire et qu'est-ce qu'on voit? Entre 1881 et 2012, la température moyenne à la surface a grimpé de 0,85 degrés Celsius. Alors 0,85, ça peut sembler pas grand-chose, mais attention, à l'échelle d'une planète entière, c'est énorme, c'est une vraie fièvre. La question c'est, où est-ce qu'elle va, toute cette chaleur en plus? Eh bien la réponse, elle est là. Plus de 90%, c'est la part de l'énergie excédentaire accumulée entre 1971 et 2010 qui a été littéralement absorbée par les océans. Il faut voir les océans comme une éponge thermique géante, qui absorbe, mais jusqu'à quand? Et bien sûr, cette chaleur qui s'accumule dans l'océan, ça n'est pas sans conséquence. Une conséquence très directe, très visible, le niveau de la mer qui monte. C'est logique en fait, l'eau plus chaude prend plus de place, c'est la dilatation, et puis il y a la fonte des glaces qui ajoute de l'eau. Résultat, entre 1901 et 2010, on parle d'une élévation moyenne de 19 cm. Mais le point vraiment crucial du rapport, ce n'est pas tant que ça change, c'est la vitesse à laquelle ça change. L'atmosphère, les océans, les glaces, tout s'emballe à un rythme que la Terre n'avait pas connu depuis des dizaines, voire des milliers d'années. C'est vraiment cette accélération, ce coup de fouet, qui est au cœur du diagnostic. Et la liste des symptômes ne s'arrête pas là, loin de là. C'est comme si on cochait toutes les cases. L'eau des océans, elle devient plus acide. Les gigantesques calottes glaciaires du Groenland et de l'Antarctique, elles perdent de la masse, elles fondent. Les glaciers dans les montagnes, ils reculent quasi partout dans le monde. La neige au printemps, elle disparaît plus vite. Bref, tous les indicateurs, absolument tous, virent au rouge. Bon, le diagnostic est posé, les symptômes sont évidents. La planète a la fièvre. Logiquement, l'étape suivante, c'est de trouver la cause. D'où vient cette maladie? Quelle est l'origine de ce dérèglement? Et là-dessus aussi, le rapport du GIEC va être d'une précision chirurgicale. Et là, il faut vraiment s'arrêter sur les mots utilisés, c'est super important. Le rapport dit qu'il est extrêmement probable que l'influence humaine soit la cause principale. Extrêmement probable. Dans le langage du GIEC, ce n'est pas une façon de parler. C'est un terme scientifique qui veut dire on est sûr à 95-100%. C'est quasiment le plus haut niveau de certitude que la science peut atteindre. C'est une affirmation incroyablement forte. Alors, comment ils en arrivent à être aussi sûrs? Eh bien, c'est en partie grâce à ça, les modèles climatiques. Il faut imaginer ça comme des simulations de la planète sur ordinateur. Regardez, quand les scientifiques ne mettent dans leurs simulations que les causes naturelles, le soleil, les volcans, etc., ça ne marche pas. La courbe ne correspond pas du tout aux températures qu'on a réellement observées. Par contre, dès qu'ils ajoutent l'impact humain, c'est-à-dire nos émissions de gaz à effet de serre, pof, la simulation colle presque parfaitement à la réalité. C'est la preuve par l'exemple en quelque sorte. Ok, donc c'est l'influence humaine. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Ce graphique le montre sans aucune ambiguïté. Si on regarde la croissance des émissions entre 1970 et 2010, 78% de cette augmentation vient d'une seule chose, notre utilisation des combustibles fossiles et l'industrie. Le chiffre parle de lui-même. Et pour vraiment prendre la mesure de ce qu'on a fait, il faut regarder cette info. Les concentrations de CO2, de méthane, sont les plus élevées depuis au moins 800 000 ans. 800 000 ans, c'est une échelle de temps qui nous dépasse complètement. C'est bien avant l'existence de notre espèce, l'Homo sapiens. Ça veut dire qu'on a changé la composition de l'air qu'on respire à un point tel qu'on est sorti du climat stable qui a permis à notre civilisation de se développer. Voilà, on a le diagnostic, on a la cause. Dans notre consultation médicale, on arrive maintenant au pronostic. Quel est l'avenir du patient? Et c'est là que le rapport devient vraiment crucial, parce qu'il nous dit que l'avenir, il n'est pas gravé dans le marbre. On est à un carrefour, avec plusieurs chemins possibles devant nous, et pour explorer ces différents chemins, les scientifiques ont un outil, les scénarios, qu'ils appellent les RCP. En gros, c'est une manière de répondre à la question « et si ?» Et si on continue comme si de rien n'était? Ça donne un scénario. Et si on réduit nos émissions de manière très agressive? Ça donne un autre scénario. C'est comme explorer différentes versions du futur en fonction des décisions qu'on prend aujourd'hui. Et ce tableau, il résume tout.
C'est le cœur du pronostic. Il met face à face deux de ces futurs possibles pour la fin du siècle. D'un côté, le monde si on agit fort, c'est le scénario de faibles émissions. De l'autre, le monde si on ne fait pas grand-chose, le scénario de fortes émissions. Et regardez les chiffres, pour la température, pour le niveau des mers, pour l'acidité des océans, ce ne sont pas juste des différences, ce sont des mondes complètement différents. Le message il est limpide, nos choix d'aujourd'hui dessinent le monde de demain. Et attention, ces chiffres, ce ne sont pas juste des chiffres dans un tableau. Derrière, il y a des impacts très concrets sur nos vies. Ça veut dire quoi, un monde plus chaud? Ça veut dire des vagues de chaleur plus fréquentes, plus longues, plus intenses. Ça veut dire des pluies extrêmes qui provoquent plus d'inondations. Ça veut dire un risque d'extinction qui augmente pour plein d'espèces et des menaces très sérieuses pour notre capacité à nourrir tout le monde. C'est ça la réalité qui se cache derrière les chiffres du pronostic. Et là, il y a un point qui est vraiment essentiel à comprendre. C'est l'idée d'inertie. Une bonne partie du CO2 qu'on envoie dans l'atmosphère y reste pour des siècles, voire des millénaires. C'est un peu comme un énorme paquebot. Même si on coupe les moteurs, il va continuer sur sa lancée pendant des kilomètres. C'est pareil pour le climat. Même si on arrêtait toutes nos émissions demain matin, la planète continuerait de se réchauffer pendant des siècles. Ce qu'on fait aujourd'hui a des conséquences sur un temps très long. Alors, face à ce diagnostic, cette cause identifiée et ce pronostic plutôt sombre, la question qui brûle les lèvres, c'est « bon, on fait quoi maintenant ?» Et la bonne nouvelle, si on peut dire, c'est que le rapport ne nous laisse pas sans rien. Pour finir notre consultation, il propose un plan de traitement basé sur deux stratégies principales. Ces deux stratégies, ce sont deux lots qu'on entend souvent, l'adaptation et l'atténuation. Et le point clé du rapport, c'est qu'elles sont complémentaires. Ce n'est pas soit l'un, soit l'autre, c'est l'un et l'autre en même temps. Pour bien gérer les risques, il faut jouer sur les deux tableaux. Alors, pour que ce soit bien clair, d'un côté, il y a l'adaptation. L'idée, c'est de se préparer aux impacts qui sont déjà là ou qui sont inévitables. On se protège, on construit des digues, on adapte l'agriculture, bref, on gère les conséquences. Et de l'autre côté, il y a l'atténuation. Là, on s'attaque à la racine du problème. On réduit nos émissions de gaz à effet de serre pour que le problème ne s'aggrave pas. On traite la cause. L'un gère les symptômes, l'autre la maladie. Et le rapport insiste à nouveau sur l'urgence d'agir sur l'atténuation. Parce que le message est clair, si on ne fait rien de plus, si on continue sur la lancée de 2014, on fonce tout droit vers le scénario du pire, avec des risques d'impact très graves et pour certains irréversibles. Et alors, ça ressemble à quoi cet effort d'atténuation en chiffres? Eh bien, pour avoir une chance raisonnable de rester sous les 2 degrés de réchauffement, l'objectif de l'époque, le rapport calculait qu'il fallait baisser les émissions mondiales de 40 à 70% d'ici 2050, par rapport à 2010. 40 à 70%, ça donne une idée de l'ampleur de la transformation nécessaire. Et c'est sur cette question qu'on va se quitter. En 2014, ce rapport a agi comme un avertissement. Il a posé un diagnostic sans appel, expliqué les causes et montré les différents chemins possibles. Il a mis les cartes sur la table. La question qui reste une décennie plus tard, et c'est peut-être la plus importante de toutes, quel chemin avons-nous pris depuis ?